Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de mettre les lumières sur l'application du management participatif en France en citant les limites et les contraintes. Voici le plan. Introduction, différence entre école et entreprise, transposition des MP dans l'enseignement en France, le projet d'établissement, les limites d'application du nouveau management aux administrations françaises. Alors en France, la transposition du management participatif dans l'enseignement ne s'est pas faite directement car il y avait un souci d'une meilleure gestion des hommes qui apparaissait depuis quelques années, notamment sous l'impulsion donnée par Michel Rocard, donc, euh, à la modernisation de l'administration. Donc, on essaie de moderniser l'administration publique et aussi la fonction publique. Alors, cet intérêt pour la modernisation s'est traduit par la multiplication des projets d'entreprise et les cercles de qualité. On insiste sur la qualité dans les administrations. Alors, ces orientations de ce mouvement étaient définies par une circulaire qui date, comme vous pouvez le constater, depuis 1989. Les quatre axes, c'était la responsabilisation des fonctionnaires, la gestion des ressources humaines, le dialogue social et, quatrièmement, l'évaluation des politiques publiques. Alors, transposer le management participatif dans le système éducatif, cela veut dire transposer ces outils. Par exemple, dans le dossier éducation et management, intitulé La qualité, qui date depuis 1990, il donne le remède, c'est-à-dire comment, il donne des solutions, il explique aussi comment peut-on appliquer le MP au système éducatif. Donc, ce système qui est déjà ancien dans l'entreprise industrielle, mais comme nous allons le voir par la suite, il est difficile à cerner dans le domaine de l'enseignement. Alors le premier point, différence entre école et entreprise. Alors puisque nous avons dans la dernière vidéo évoqué le terme du management et management participatif, et nous avons indiqué que le terme provient des domaines industriels, il convient tout de même de faire une petite distinction, voire même détecter les différences entre l'école et l'entreprise. Donc, dans cette vidéo, nous allons se focaliser sur trois différences. Premièrement, au niveau de la normalisation, et deuxième point, aux conséquences des défauts, et puis troisièmement, sur la relation, il y a une relation client-bénéficiaire. Alors la première différenciation entre l'école et l'entreprise, c'est au niveau de la normalisation. Alors tout d'abord, il convient de signaler que l'école ne ressemble ni à une usine, ni à un supermarché, ni même à un hôtel. Alors peut-être c'est dû à sa production qui n'est pas normalisable. Alors cela signifie par exemple, dans le domaine industriel que les ingénieurs savent très bien que la normalisation des produits a notamment pour but de définir avec précision. Donc, on essaye de définir avec précision les besoins des utilisateurs afin de les améliorer. Alors, la normalisation, dans ce cas-là, s'impose comme un facteur de compétitivité dans les industries de production. Et également, il a fait ses preuves dans les industries de services, par exemple les télécommunications, la banque et l'assurance, etc. Alors, si on essaie de tenter de normaliser la production de l'école afin de l'améliorer, on se pose à un problème de taille qui nécessite tout d'abord
à s'interroger sur l'application des concepts même de production dans l'enseignement. Alors, il est assez courant de dire que chaque personne est le produit d'une filière éducative. Donc, cette phrase anodine, simple, et signifie que le comportement d'une personne est le résultat de la formation qu'il a subie, qu'il a reçue. Mais cette phrase a l'inconvénient d'induire l'idée qu'un être humain peut se comparer à un objet. Or, l'élève ne peut pas être considéré comme un produit. Et même l'ensemble des élèves qui quittent le lycée avec le baccalauréat ne peuvent pas être considérés eux aussi ou bien assimilés à une production. Alors, si nous essayons de voir les choses de près, ce n'est pas l'élève qui doit être considéré comme une production, mais c'est l'éducation qui est le véritable produit de l'école. Pour lui, c'est-à-dire pour l'élève, elle est l'utilisateur. Il doit être considéré comme un utilisateur. Donc, par exemple, la diversité des besoins et des moyens intellectuels des élèves dans l'exercice d'un processus d'apprentissage, elle fait que l'acte éducatif n'est pas normalisable. Alors, la normalisation du programme scolaire est évidemment profitable à tout le système éducatif. Mais si nous essayons de normaliser l'éducation, cela va être considéré comme une grave erreur. Alors, le deuxième niveau de différenciation entre l'école et l'entreprise, elle est relative aux conséquences des défauts. Par exemple, dans une usine, il est facile de réparer un produit au stade du contrôle final. Si on constate qu'il existe un problème, on peut facilement le corriger, le remplacer. Cela va de même dans un restaurant, par exemple. On peut améliorer le service en tenant compte des remarques d'un client mécontent. Mais dans une école, il est impossible d'annuler les conséquences, par exemple, d'un enseignement défectueux. On peut seulement les atténuer. On donne l'exemple d'un élève qui a pris de mauvaises habitudes d'écriture et les gardera toute sa vie. Un autre exemple est celui d'un élève qui a acquis une mauvaise prononciation dans une langue étrangère. Il aura sûrement du mal à s'en défaire. Et vous pouvez ajouter aussi le fait, par exemple, d'enseigner à un étudiant, soit en arabe, soit en français, les alphabets renversés. Au lieu de A, on dit le A c'est le C, le B c'est le E, etc. Donc ça serait vraiment difficile à remédier ça. C'est pour cette raison que l'enseignant il doit porter toute son attention au processus d'apprentissage et il doit chercher à utiliser au maximum les instants pendant lesquels les élèves sont dans de bonnes conditions psychologiques pour pouvoir éviter toutes sortes d'enseignements défectueux. Alors, on poursuit la comparaison. Donc maintenant, on insiste sur la relation client-bénéficiaire. Alors, si dans une usine ou bien dans le domaine industriel, nous savons très bien qu'il existe des clients, alors quels sont les clients de l'école? Déjà, l'utilisation du mot client choque beaucoup d'enseignants. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça évoque l'idée d'une transaction commerciale. Il est vrai que dans tous les domaines, si un professionnel par exemple travaille pour un client, c'est que son activité doit être ou bien sera rémunérée, soit directement ou non. Alors, mais l'application de ce terme dans l'éducation, c'est un peu gênant. Alors du coup, les chercheurs proposent l'utilisation du mot latin cliens, qui lui, par contre, implique l'idée d'aide et de protection. Seulement,
Mais pour éviter tout malentendu, d'autres chercheurs proposent le terme bénéficiaire. Donc on dit les bénéficiaires de l'école et non pas les clients de l'école. Cela signifie que pour la même chose, lorsque pour une entreprise, les fonctionnaires ou bien les collaborateurs s'efforcent pour comprendre les besoins et d'anticiper les besoins des clients, alors l'école aussi doit s'efforcer de comprendre et d'anticiper les besoins de ses bénéficiaires. Alors, quels sont ces bénéficiaires? Alors, il existe plusieurs types de bénéficiaires. Les premiers sont évidemment les élèves eux-mêmes, qui sont des éléments actifs du système. Ensuite, nous trouvons les parents, qui sont aussi des éléments actifs dans la mesure où ils aident leurs élèves à travailler et à s'épanouir. Et puis, on trouve leurs futurs employeurs et enfin toute la nation. Puisque le rôle de l'école, ou bien sa mission, c'est de former de futurs citoyens. Alors on passe maintenant au deuxième point, à savoir la transposition du management participatif dans l'enseignement en France. Transposer le management participatif dans le système éducatif, c'est-à-dire c'est transposer ces outils. Par exemple, le dossier d'éducation et management intitulé La qualité, qui date depuis 1990, il a étudié comment il est possible d'appliquer au système éducatif ce concept déjà ancien dans l'entreprise industrielle. Mais comme nous avons expliqué tout à l'heure, avec la différenciation entre l'école et l'entreprise, il est difficile à cerner dans l'enseignement. Alors, il ne s'agit pas, bien évidemment, de calquer caricaturalement des techniques venues du domaine industriel sur, sur l'enseignement, mais il faut tout de même essayer d'adapter, comme par exemple, nous avons évoqué le terme, par exemple, production. Il faut savoir qui est le produit, c'est quoi, par exemple, ou bien qui est le client, etc. Par exemple, on emprunte la qualité, qui est un terme apparu déjà dans l'industrie. Alors la qualité, c'est-à-dire la qualité totale dans le travail, elle doit être, donc il y a des gens qui insistent que ce terme doit être appliqué non seulement dans le domaine pédagogique, mais dans tous les domaines qui concernent les élèves et le personnel. Donc, un autre outil du management participatif qui fait l'objet de transposition, à savoir la gestion des ressources humaines. Donc, pour Jean-Paul, il a publié un article concernant les gestions des ressources humaines en 1991. Donc, pour lui, cette gestion doit s'appliquer bien aux élèves qu'aux enseignants. Alors, pour ce faire, donc, ce monsieur il propose que la direction d'établissement soit la maîtresse de ses moyens, c'est-à-dire la nomination, c'est-à-dire qu'on vient à la direction de nominer, de licencier, de rémunérer les personnels. Donc, fait le choix des équipes, de l'équipement, pardon, la méthodologie, le programme, etc. Il propose aussi que soit mis en œuvre un modèle de fonctionnement spécifique à chaque institution en fonction des différences locales, culturelles et géographiques. Alors, pour Pierre Champagne, toujours en cite des articles qui datent depuis 1991, l'éducation nationale a choisi d'évoluer vers la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire vers la prise en compte des qualités de chaque individu, tout en respectant les règles fondamentales d'équité. Des perspectives nouvelles sont ouvertes par la déconcentration, l'information et surtout la prise de conscience que les personnels ne sont pas de simples moyens, des objets manipulables,
mais la grande richesse de notre système éducatif. Donc, on insiste sur les ressources humaines. Donc, ce sont pour Pierre Champagne la richesse de tout le système éducatif. Alors, l'adaptation du management participatif au système éducatif, il donne naissance à ce que Maurice Bérard Maurice Bérard appelle le management éducatif, qui selon lui est un humanisme. Donc, c'est-à-dire la finalité de l'école vise l'éducation à la liberté. Le mode de changement au milieu éducatif doit être cohérent avec une telle conception. Il ne peut se fonder sur la violence qui contraint l'individu, mais sur la compréhension qui le respecte. Donc déjà, on donne le nom, par exemple management participatif, donc on le remplace par le management éducatif. Ça, c'est pour Maurice Bérard. Bien. Donc, la problématique, c'était de savoir comment intégrer les apports du management sans perdre son âme d'éducateur. Alors, afin de diriger autrement, de telle sorte à moderniser le service public et répondre aux aspirations du personnel et des élèves. Donc, à plus de responsabilité, d'autonomie, de travail créatif et de valorisation individuelle. Alors, comme nous avons signalé, le management éducatif il donne la priorité aux ressources humaines, des ressources humaines. Mais quels sont les obstacles rencontrés? Alors, parmi les obstacles rencontrés sont le poids des traditions, la lourdeur des systèmes éducatifs dû au grand nombre de son personnel, le poids des traditions qui sont ancrées, donc il y a habitude de travailler seul, rejet de la notion de rentabilité, habitude des professeurs à analyser des problèmes trop vastes qu'ils ne peuvent pas décomposer en éléments plus petits. Malgré cela, la démarche continue à avancer et apporte à l'ensemble des projets particuliers une cohésion qui en assure la plus grande efficacité. Alors ça concerne les débuts de la transposition du management participatif dans les systèmes éducatifs français. Et il convient aussi de donner une petite définition au chef de l'établissement. Pour nous, le chef d'établissement, c'est le manager éducateur. Donc, c'est celui qui est délégué par la collectivité pour rappeler aux acteurs leurs engagements par rapport aux objectifs fixés par eux. Donc, il ne faut pas oublier que cette définition, concerne le système français. Donc, le chef d'entreprise, le chef d'établissement, c'est le garant de la participation de chacun, aussi de l'équilibre entre les progrès des services et les avantages des acteurs. Elle est aussi à l'écoute des personnels et des usagers. Donc, si vous vous rappelez très bien, les usagers ou bien les utilisateurs, donc nous avons dit que les élèves sont des utilisateurs. Et elle est attentive aussi à la cohérence entre la pédagogie dans la classe et le mode de direction générale. Voilà grosso modo la définition d'un chef d'établissement ou bien le manager éducateur dans le système français suite à la transposition du management participatif du domaine industriel au domaine de l'enseignement. Maintenant, puisque nous parlons de cette transposition, pour les industries, il y a aussi les projets d'entreprise. Alors, on a emprunté ça aussi et on a parlé de projets d'établissement. Alors, le projet d'établissement, donc comme je viens de dire, de même que le management post-industriel, il s'appuie sur le projet d'entreprise. Le management participatif dans le système éducatif, il s'appuie, comme on mentionne, sur le projet d'établissement, et cela date depuis 1989 suite à la loi d'orientation
sur l'éducation. Donc, il y a une loi d'orientation sur l'éducation qui désigne que le projet d'établissement est obligatoire pour tous les établissements scolaires. Donc, c'est un véritable programme général d'action qui comprend un projet pédagogique défini par les enseignants. Donc, vous voyez là le travail collectif. Donc, il est défini par les enseignants avec le chef d'établissement et ses collaborateurs, et en particulier les conseillers d'éducation. Alors, le projet d'établissement, il est défini à partir d'un recensement du besoin des élèves, donc les utilisateurs, et aussi les besoins de l'établissement. Aussi les objectifs spécifiques de l'établissement, les moyens et les méthodes pour atteindre ces objectifs. Et sans oublier le dispositif d'évaluation mis en place. Maintenant, un peu, par exemple, on donne des idées concernant le législateur, donc pour lui, ce projet d'établissement, il s'inscrit dans le cadre des objectifs nationaux, vous voyez. Donc, il comporte un volet pédagogique élaboré avec la participation des équipes pédagogiques, comme nous avons mentionné, qui doit se composer des enseignants avec le chef de l'établissement et ses collaborateurs. Donc, il comporte aussi d'autres éléments, donc en relation avec l'environnement, le rythme scolaire, la vie scolaire, les activités parascolaires. Donc, il y a des activités, des activités parascolaires. Il peut faire aussi l'objet d'un contrat avec l'autorité académique et justifie l'attribution de moyens complémentaires. Donc, vous voyez, chaque établissement scolaire doit obligatoirement avoir un projet d'établissement défini par les enseignants avec le chef de l'établissement et ses collaborateurs. Donc, pour répondre aux besoins des utilisateurs, c'est-à-dire des élèves et de l'établissement, il doit s'inscrire dans le cadre des objectifs nationaux. Ça, c'est selon le législateur. Maintenant, quelles sont les limites d'application du nouveau management aux administrations françaises? Donc, il y a la prégnance de la tradition hiérarchique qui pose le problème de l'organisation des actions. Alors, la prégnance, c'est-à-dire qui fait qui produit une forte impression. Donc, vous voyez, il y a une tradition hiérarchique, donc toujours on a du mal à coopérer, on a tendance au système, vous voyez, au style directif autoritaire. Dans la tradition hiérarchique, par exemple, à chaque poste correspond une fonction réglementée, préalablement définie et peu susceptible de variation. Poste, fonction, position hiérarchique sont en étroite cohérence. Donc, toujours le taylorisme, toujours le travail individuel, le style autoritaire. Donc, alors, cette difficulté du management participatif à s'incarner dans le système éducatif est due à 5 facteurs. Donc, le poids de la tradition, de centralisation des pouvoirs et de structure hiérarchique pyramidale. La notion de l'administration n'est pas au service des administrés, mais au contraire représentante de l'État, donc représentante de l'autorité de cet État. Il y a la valeur collective supérieure à toute valeur des individus. La lourdeur de la machine éducation nationale, l'incompatibilité pour certains de la notion de rentabilité avec celle de service public, la difficulté d'identifier à l'acte d'enseigner un produit sur lequel on peut travailler, sans oublier les débats afin de transposer le management participatif du domaine industriel, comme nous avons évoqué le produit et la nominalisation, et aussi pouvoir rectifier les erreurs d'enseignement ou bien l'enseignement défectueux.
Alors, afin de conclure, nous pouvons dire que dans une optique participative basée sur tous les développements issus des travaux de l'école des relations humaines au management, donc, qui a attiré l'attention sur la complémentarité de la dimension relationnelle et de l'efficacité dans la réalisation des tâches. Les mécanismes de prise de décision seront basés sur la concertation, la consultation, la participation démocratique. Il revient à la direction de mettre en place les structures nécessaires pour la mise en œuvre des processus décisionnels, consultation, concertation, etc. Et de clarifier les différents termes de la question qui décide quoi, quand, où et selon quelle procédure. Alors, dans cette vidéo, nous avons essayé de donner euh, un peu d'histoire de l'utilisation du management participatif. Et vous voyez que les administrateurs étaient préoccupés de la qualité, de vouloir moderniser l'administration depuis la fin des années 80, voire même avant. Donc, la prochaine vidéo va mettre les lumières ou bien va se focaliser sur la transposition du management participatif dans l'enseignement ou bien dans le système éducatif marocain. Alors, merci pour votre attention et à bientôt.